Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Caput Mundi, le podcast qui parle de l'histoire de Rome, de sa fondation légendaire à sa chute, pour la partie 2 de l'épisode consacré à Hadrien où nous allons parler de ses voyages comme mode de gouvernement. Nous avons vu dans l'épisode précédent la jeunesse et la genèse de l'empereur Hadrien. Je vous avais laissé sur sa prise de pouvoir controversée. Mais ça y est, Hadrien, jadis le petit grec, est empereur. Commence alors un règne haut en couleur. Il rentre à Rome, impose son style et part à travers l'empire, non pas pour faire la guerre, mais pour faire la paix. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. En suivant les routes de l'Empire, en compagnie d'Hadrien, nous verrons comment il organise, justifie et fabrique l'Empire. Avec une ambition, unir. Il rationalise l'administration, donne une voix aux Grecs et met un terme, ce qui lui fut parfois reproché, à l'expansion de l'Empire. Mais souvenons-nous que c'était là, déjà, le souhait d'Auguste. Je vous parle donc d'Hadrien, l'empereur nomade, dans Caput Mundi. Ma vie était rentrée dans l'ordre, mais non pas l'Empire. Le monde dont j'avais hérité ressemblait à un homme dans la force de l'âge. Robuste encore, bien que montrant déjà, aux yeux d'un médecin, des signes imperceptibles d'usure. Mais qui venait de passer par la convulsion d'une maladie grave. Les négociations reprirent ouvertement désormais. Je fis répandre partout que Trajan lui-même m'en avait chargé avant de mourir. Je raturai d'un trait les conquêtes dangereuses, non seulement la Mésopotamie, où nous n'aurions pas pu les maintenir, mais l'Arménie, trop excentrique et trop lointaine, que je ne gardais qu'au rang d'État vassal. Je forçai la paix. Extrait des Mémoires d'Hadrien de Marguerite Yourcenar. Après ces mésaventures, l'affaire des 4 consulaires, le pouvoir d'Hadrien devient incontestable. Il est l'héritier de l'empire de Trajan, qu'il organise, réorganise, et surtout, il met un point d'arrêt à l'expansion romaine. Le règne d'Hadrien, l'empereur nomade, peut commencer. Son retour à Rome est en soi déjà un voyage, qu'il effectue en un peu moins d'1 an. Partant d'Antioche, traversant l'Asie mineure et la Pannonie, autant de provinces stratégiques où il met de l'ordre et abandonne certaines conquêtes difficiles à maintenir. Il fait son entrée à Rome le 9 juillet 118, non sans préparation, eu égard des polémiques sur son adoption, l'assassinat des 4 consulaires et la gestion des frontières. L'histoire Auguste nous raconte. Pour effacer ces impressions fâcheuses, il fit distribuer sous ses yeux un double congéère au peuple qui, pendant son absence, avait déjà reçu 3 pièces d'or par tête. Quand il eut justifié dans le Sénat tout ce qui s'était passé, il jura de ne jamais punir un sénateur. Dès le commencement de son règne, il établit des postes publics. Ne négligeant rien de ce qui pouvait lui assurer l'affection des peuples, il remit aux particuliers, dans Rome et dans l'Italie, toutes leurs dettes envers le fisc. Quant aux provinces, il les tint quitte aussi des sommes considérables qu'elles restaient devoir. Et, pour donner toute sécurité aux débiteurs, il fit brûler dans le forum de Trajan toutes leurs obligations. Il défendit de faire entrer dans son trésor particulier les biens des condamnés, et il ordonna d'en faire profiter le trésor public. Des sénateurs avaient perdu une partie de leur patrimoine. Hadrien, les traitant comme ses enfants, compléta pour eux le sens de la dignité sénatoriale, et la plupart d'entre eux éprouvèrent sa prompte libéralité. Ces largesses ouvrirent le chemin des honneurs non seulement à ses amis, mais aussi à des citoyens de la plus basse condition. Il donna pendant 6 jours consécutifs le spectacle d'un combat de gladiateurs et, pour l'anniversaire de sa naissance, il fit paraître dans l'arène 1000 bêtes féroces. Il passe en effet 3 ans à Rome au début de son règne.
D'emblée, nos sources le présentent comme au mieux un réformateur, au pire un touche-à-tout aux ambitions politiques dignes d'un roi hellène. Le souci d'Adrien est d'abord d'ordre personnel. Il se montre peu disponible, peu attentif, voire impoli. L'empereur devrait au contraire se montrer disponible et attentif, retenir les noms des personnes qui se présentent à lui et faire preuve d'une parole modeste, ce qui n'est pas, dit-on, dans le caractère d'Adrien. Ce trait de sa personnalité est avant tout perçu par les élites romaines. Le Sénat est de moins en moins sollicité comme il le devrait. D'abord, le pouvoir à Rome se concentre autour du prince et de son conseil. Ce n'est pas une nouveauté, c'est un système qui existe depuis Auguste. Le Concilium Principi est en fait réuni beaucoup plus fréquemment. C'était à l'origine un lieu de délibération et de discussion. C'est maintenant un lieu de décision. Au conseil du prince, nous trouvions des membres de la famille de l'empereur, des amis, des sénateurs et des chevaliers pour traiter toutes sortes de sujets. À partir d'Adrien, ce conseil devient un peu plus technique, comme on aime le dire de nos jours. Il fait appel à des jurisconsultes, des spécialistes du droit, et le conseil donne du sens à la loi. Et ils ne sont pas là par vocation du service public, non. Ils perçoivent un traitement, et ainsi le conseil se compose en partie maintenant de fonctionnaires. Ce conseil qui s'agrandit et se spécialise fait peu à peu de l'ombre au Sénat. De plus en plus, l'émanation du droit vient de l'empereur sans passer par la case Sénat. Le concilium est à la tête, mais qu'en est-il du corps de ce gouvernement ? La chancellerie impériale connaît aussi des réformes avec Adrien, du moins une consolidation des pratiques connues depuis les Flaviens. Fini les affranchis que l'on avait pu connaître à la tête des administrations impériales sous les Julio-Claudiens, ici, au cœur du moteur du gouvernement, les chevaliers se font une place de choix. Je fais allusion aux Julio-Claudiens ici car c'est Claude qui avait été à l'origine de l'institution de la chancellerie impériale, et c'est lui qui avait placé des affranchis, un coup de poignard dans le dos des sénateurs. Mais si l'appel aux affranchis s'était quelque peu dilué, nous constatons cependant que le Sénat avait eu raison, eu égard de ses intérêts, de s'agacer, car il perd ici en importance et Adrien, bien que respectueux, ne cherche pas à rendre au Sénat ce qui appartenait, il y a 100 ans déjà, au Sénat. Non, il fait appel aux chevaliers, pour leurs compétences, leurs mérites parfois, et leur disponibilité, créant ainsi un véritable cursus équestre similaire et parallèle au cursus honorum, la carrière des honneurs réservée aux sénateurs. Voici une composition de la chancellerie. Premièrement, le bureau ab epistolis, où se concentre la correspondance officielle. C'est un poste très connu des historiens car il fut occupé un temps par Suétone, poste qui lui a ouvert les archives impériales et permis de composer ses célèbres vies des 12 Césars. Suétone était certainement très reconnaissant pour ce poste, écoutez donc les dernières lignes de sa vie de Domitien. Domitien lui-même rêva, dit-on, qu'il avait une bosse d'or derrière le cou, et il en conclut que l'Empire serait après lui dans un état plus heureux et plus florissant. Ce songe fut bientôt réalisé par le désintéressement et la modération des princes qui lui succédèrent. Il parle ici des Antonins. Ensuite, le deuxième bureau, A libellis, qui reçoit les requêtes de tout l'Empire. Troisièmement, le bureau A rationibus, en charge des finances. Quatrièmement, le bureau A censibus, qui concentre les recensements en vue de l'impôt. Ce n'est ici qu'une petite partie des services de la chancellerie. Pour en savoir plus, je vous invite à lire Sabine Lefebvre, chapitre 2, les services centraux dans l'administration de l'Empire romain d'Auguste à Dioclétien, chez Armand Collin. L'une des décisions d'Adrien qui a suscité un mécontentement certain auprès du Sénat, c'est bien celle que je m'apprête à vous décrire. Une réforme qui ne lui a d'ailleurs pas survécu. C'est la réorganisation de l'Italie. Le but était d'alléger, de simplifier et de contrôler. Le territoire qui couvre la péninsule italienne bénéficie d'un cadre spécial. Parfois, elle est catégorisée sur les cartes comme étant une province sénatoriale dans nos manuels. C'est à la fois vrai et à la fois faux. L'Italie est bien gérée en substance par le Sénat, au nom du peuple romain. Mais ce n'est pas vraiment une province au sens que peuvent l'avoir les autres territoires de l'Empire. En fait, le Sénat a le contrôle de l'Italie, ce qui lui permet de rendre justice et de prélever l'impôt, entre autres, en centralisant toutes les affaires de l'Italie à Rome. Adrien, adepte de l'efficacité
et pour désencombrer les sénateurs, décide de créer 4 districts judiciaires en Italie. Je vous donne les noms juste par curiosité. L'Italia Suburbicaria, qui comprenait le Latium, la Campanie, la Sicile, la Sardaigne et la Corse. Son siège administratif était à Rome. Cette région englobait les territoires les plus proches de la capitale et les principales zones portuaires d'approvisionnement, blé, huile ou vin. L'Italia Annonaria, elle regroupait la Cisalpine, l'actuelle vallée du Pô, la Ligurie, la Vénétie et l'Émilie. La capitale administrative était Mediolanum, la future Milan. Elle constituait la région la plus dense et productive du nord de l'Italie, alimentant le système d'approvisionnement, l'Annona. L'Italia Samnitica, qui doit vous rappeler les premières heures de Rome, englobait le Samnium, l'Apulie, la Calabre et la Lucanie. C'était une zone montagneuse et pastorale, avec des villes anciennes et moins urbanisées. Son centre administratif semble avoir été Beneventum. L'Italia Transpadana regroupait les régions du nord des Alpes italiennes jusqu'aux limites de la Gaule cisalpine. Cette zone assurait le contrôle des routes des Alpes et des débouchés vers le nord. Comme je le disais, cette réforme n'a pas eu l'effet escompté. Nous ne dirons pas que c'est un échec, juste que ça n'a pas marché. Ce qui est remis en cause, ce n'est pas la potentielle efficacité d'un tel système et redécoupage qui faisait sans doute preuve de pragmatisme. Il n'y a pas de la part d'Adrien de volonté de nuire. Nous sommes ici dans une vision purement sénatoriale du problème. La prééminence du prince se fait sentir ici et le rôle du Sénat réduit à peau de chagrin. Ces districts étaient gérés par des consulaires, donc des sénateurs, ayant déjà occupé le consulat, mais nommés par l'empereur lui-même, vidant de sa substance le contrôle du Sénat dans une région stratégique pour l'organisation des institutions romaines. Nous devons ajouter à cela le fait que le pouvoir de l'empereur depuis longtemps maintenant est très important, au point qu'Adrien ne s'interdit pas d'élever des chevaliers au rang de sénateurs, court-circuitant ainsi le système préexistant en choisissant lui-même les consuls parmi un vivier de citoyens, qu'ils soient sénateurs ou chevaliers. Si cette réforme a été abandonnée par son successeur, ce n'est probablement pas pour revenir à un système jugé plus efficace, mais pour faire la paix avec le Sénat, dont le poids moral et politique demeure malgré tout intact. Ce qui change vraiment, c'est l'ambition d'Adrien derrière ces réorganisations, gouverner depuis n'importe où. Avant de vous parler de ces voyages, j'aimerais que l'on clarifie. En organisant l'Italie de la sorte, il s'assure le contrôle de l'Italie, même en son absence. Pour ce qui est du gouvernement général de Rome et de l'Italie, la tâche en revient aux préfets du prétoire, qui deviennent les deuxième et troisième personnalités les plus importantes de l'Empire en son absence. D'abord cantonnés à des fonctions militaires, ces hommes de rang équestre voient leur pouvoir augmenter en l'absence du prince, et ils sont en charge du bon fonctionnement de la cité et des bureaux. Sur les routes, l'administration devient aussi de plus en plus présente pour assurer une bonne communication. Par exemple, le cursus publicus est revu et les charges qui pesaient sur les cités diminuent. Pour en savoir plus, je vous renvoie vers l'épisode dédié intitulé « Tous les chemins mènent à Rome ». Les provinces sont redécoupées et Adrien accorde plus d'importance aux particularités locales. La romanisation des cités, notamment en Occident, est favorisée. Le statut de colonie est très prestigieux et les cités qui y accèdent célèbrent le prince et Rome. Ce fut notamment le cas pour Italica et Utique, qui deviennent des colonies eu égard des liens familiaux que ces cités ont avec l'empereur. Rome n'est plus dans Rome. Elle doit périr désormais ou s'égaler à la moitié du monde. Rome, plus lourde, plus informe, plus vaguement étalée dans sa plaine au bord de son fleuve, s'organisait vers des développements plus vastes. La cité est devenue l'État. J'aurais voulu que l'État s'élargît encore, devint l'ordre du monde, l'ordre des choses. Des vertus qui suffisaient pour la petite ville aux 7 collines auraient à assouplir, à se diversifier, pour convenir à toute la terre. Rome, que José le Premier qualifiait d'éternelle, s'assimilerait de plus en plus aux déesses mères des cultes d'Asie, progénitrice des jeunes hommes et des moissons, serrant contre son sein des lions et des ruches d'abeilles. Mais toute création humaine qui prétend à l'éternité doit s'adapter au rythme changeant des grands objets naturels, s'accorder aux astres. Notre Rome n'est plus la bourgade pastorale du vieil Évandre, grosse d'un avenir qui est déjà en partie passé. La Rome de proie de la République a rempli son rôle. La folle capitale des premiers Césars tend d'elle-même à s'assagir.
D'autres Roms viendront, dont j'imagine mal le visage, mais que j'aurai contribué à former. Extrait des Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Adrien, résumé par la pensée de Marguerite Yourcenar, ne peut pas être pris pour argent comptant, évidemment. Malgré son travail de recherche, nous décelons les enjeux de l'époque de l'autrice. Cependant, je pense que nous pouvons en retenir quelque chose sur l'époque d'Adrien. Rome n'est plus seulement une cité, c'est un État, un empire, dont l'éternité dépend de son adaptation. Pouvons-nous y voir une idée sur les motivations d'Adrien à voyager aussi souvent et aussi loin, se faisant accuser même de ne pas aimer Rome ? Nous y voilà, en 121, l'empereur part en voyage. Cassius Dion nous raconte dans son histoire romaine. Adrien, parcourant successivement les provinces, examinant les contrées et les villes, inspectant toutes les forteresses, tous les remparts, transporta quelques-uns de ses ouvrages dans des endroits plus favorables, en supprima quelques-uns et en éleva quelques autres, surveillant et contrôlant lui-même, loyalement, non seulement tout ce qui est des légions en commun, je veux dire les armes, les machines, les fossés, les retranchements, les palissades, mais encore ce qui se rapportait à chacun en particulier, et des légionnaires, et de leurs chefs, c'est-à-dire leur manière de vivre, leur habitation et leurs mœurs. Il réforma et corrigea plusieurs abus, introduits par la mollesse tant dans leur vie que dans leur tenue. Il les exerçait à tous les genres de combats, récompensait les uns, réprimandait les autres et leur enseignait à tous leurs devoirs. Adrien a entrepris au cours de son règne 2 grands voyages à travers son empire. Avant d'entrer dans les détails, laissez-moi vous en esquisser les contours. Après 3 années à Rome, il part pour un périple de 4 ans. En 121, la cour impériale prend la route de la Gaule, puis part vers les confins de la Germanie, aux limites de l'Empire où il renforce la frontière et s'assure du maintien en bon ordre des troupes. Ensuite, il part vers la Bretagne et c'est durant ce voyage qu'il ordonne la construction du fameux mur qui porte son nom aujourd'hui, puis il retourne en Gaule, où il fait une escale notable à Nîmes et fait construire un temple à Plotine. Cela nous conduit à l'hiver 122-123, où il se trouve en Espagne et s'investit dans la vie locale comme probablement aucun empereur avant lui. Ensuite, il rejoint l'Orient en bateau, où un tremblement de terre a ravagé de nombreuses cités et dont il ordonne des travaux de reconstruction. À cette occasion, un temple lui est dédié à Sizik, au nord de l'actuelle Turquie, sur les rives de la mer du Pont. C'est durant ce voyage qu'il rencontre en Bithynie un fameux Antinous, dont l'histoire nous raconte encore son amour. Il séjourne à Pergame, alors considérée comme la plus belle ville de l'Empire, puis à Éphèse et à Rhodes, où il ordonne la restauration du colosse. Enfin, son voyage se termine dans le monde grec. En dehors de ses passages à Delphes et Éleusis, où il est initié au mystère, il séjourne pendant plus de 6 mois à Athènes. En 125, après un bref passage en Sicile, il regagne l'Italie. Voilà en somme le résumé de son premier parcours. Pour mieux visualiser, je vous invite à aller consulter les cartes que j'ai mises à votre disposition dans le dossier complémentaire sur caputmundi.fr et pour connaître en détail les conditions matérielles de son voyage. Rien de mieux que d'aller consulter les Voyages d'Adrien sur les traces d'un empereur nomade de Dimitri Tilloy d'Ambrosie aux éditions Arquet et paru en 2020. Après une nouvelle période de 3 ans à Rome, l'empereur se remet en route. Un intermède dit africain le conduit en Afrique proconsulaire et à Lambèse. Après un bref retour à Rome, il prend naturellement la route vers Athènes de nouveau. Puis, à Éphèse encore, où il visite le temple d'Artémise, l'empereur a une passion pour la chasse. Il passe par Antioche, explore les bords de la mer Noire, visite l'Asie mineure et part vers Palmyre, qui est renommée pour l'occasion Adriana Palmyra. Il se dirige ensuite vers l'Arabie, la Judée, où il mûrit un projet de reconstruction de Jérusalem, et enfin l'Égypte. Un autre point d'orgue de son voyage, il y est avec son épouse et son amant Antinous. Il s'intègre parfaitement à la vie d'Alexandrie, alors considérée comme la capitale intellectuelle de l'Empire.
Il ne perd cependant pas Rome de vue en faisant restaurer le monument funéraire de Pompée, puis il part explorer le Nil, admire les vestiges de la civilisation égyptienne et c'est durant ce voyage qu'Antinous meurt. À l'hiver 131, il revient à Athènes pour la dernière fois. Il rentre à Rome en 134 et s'installe dans sa villa de Tibour. C'était son dernier voyage. Voilà pour la synthèse des déplacements d'Adrien dont je vais développer certains passages. Vous l'aurez compris, rien qu'à l'oreille, l'empereur a beaucoup voyagé. Sur 21 années passées à la tête de Rome, il en a passé près de 12 en déplacement. Ce n'est pas négligeable en temps de paix. Jusqu'alors, les empereurs ne faisaient que de brefs voyages et visitaient les provinces à l'occasion de campagnes militaires. Le dernier à avoir entrepris une grande tournée en temps de paix, c'était Néron, pour participer aux Jeux et concours grecs. Alors, comment expliquer cette particularité d'Adrien ? Tertullien, auteur chrétien, pense que c'était un explorateur de toutes les curiosités. Thème présent aussi dans l'Histoire Auguste, où il est décrit comme un amateur de merveilles. Mais c'est trop peu pour éloigner un empereur pendant tant d'années. Disons que c'était un bénéfice, mais je ne pense pas que ce soit la raison principale. Fronton, de son côté, n'exclut pas cette fonction, touristique dirais-je, mais rappelle dans sa correspondance avec son élève Marc Aurèle que Adrien était aussi fait pour administrer le globe que pour le parcourir. Enfin, pour comprendre en quoi les voyages du prince représentent une véritable manière de gouverner pour lui, nous pouvons nous plonger dans l'analyse de Rémy Poignot, dans Les voyages de l'empereur Adrien, des sources antiques aux mémoires d'Adrien, publié dans Nouveaux Horizons sur l'espace antique et moderne et édité par Marie-Ange Julia chez Ozonius Éditions en 2015. Le voyage est donc inhérent à la conception qu'Adrien se fait de sa fonction d'empereur. Il révèle tout l'intérêt qu'il porte aux provinces, et pas seulement les provinces de la sphère grecque, même s'il y séjourne davantage et si son philénénisme est grand. Les reliefs représentant les provinces qui ornaient son temple à Rome après sa mort rendent bien compte de cet intérêt majeur. Les provinces sont représentées comme des unités culturelles avec leurs spécificités, chacune devant contribuer pour sa part à l'œuvre commune. Cette conception de l'État dont le voyage impérial est un révélateur essentiel coïncide avec l'universalisme de la pensée politique cynico-stoïcienne d'un Épictète. Les voyages d'Adrien ne sont donc pas le fait d'un dilettante, d'un esthète attentif à ses plaisirs, ils sont un moyen de gouverner avec efficacité pour un prince qui aime la paix et par conséquent sait préparer son armée à la guerre et assurer les défenses de l'Empire. Un prince qui sait que gouverner, c'est aller voir sur place pour décider au mieux, que c'est se montrer pour renforcer l'unité de ce monde immense, un prince qui a compris que Rome n'était plus seulement dans Rome, mais qu'elle va du centre à la périphérie. Dion Cassius met l'accent sur le zèle d'Adrien à gouverner efficacement et à se donner en exemple lors de ses voyages. Les présentations étant faites, je vous propose maintenant d'entrer un peu plus dans le détail de certains de ces voyages, pour comprendre qu'Adrien est présent en tant qu'empereur et pas en simple voyageur. Une grande part de son voyage concerne Athènes et les cités grecques en général. Loin d'être une exception à la règle, le traitement que reçurent les cités grecques démontre la volonté du pouvoir romain à fédérer autour de lui et à l'idée d'un empire. Je m'installais à Athènes comme un homme rentre au foyer. J'osais toucher à cette beauté, essayer de faire de cette ville admirable une ville parfaite. Athènes, pour la première fois se repeupler, se remettait à croître après une longue période de déclin. Je doublais son étendue. Je prévis le long de l'Ilysus une Athènes nouvelle. Tout était à régler, à construire. Mes ouvriers se mirent à l'œuvre. Athènes connut de nouveau une activité joyeuse qu'elle n'avait pas connue depuis Périclès. Extrait des Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Comme je vous le disais, Adrien est allé 3 fois à Athènes en tant qu'empereur. Mais sa présence n'est pas la seule faveur qu'il a fait aux Grecs en général. Lors de son premier voyage, je vous disais, il finance la restauration du colosse de Rhodes. Il se rend dans beaucoup de cités où il commande des travaux. À Athènes, il s'installe. Il fait construire un nouvel aqueduc et il met fin aux spéculations qui avaient lieu en ville au sujet de l'huile d'olive, démontrant un intérêt pour toutes les situations. L'historien Yves Roman rapporte que c'est à ce moment qu'il obtient le titre de père de la patrie pour Athènes. Mais ce n'est pas son voyage le plus significatif. Lors du second séjour, il suit de près les travaux, mais à son 3e, c'est un véritable apogée de l'hellénisme selon Adrien. À l'hiver 131-132, Adrien ne le sait pas encore,
Mais il voit Athènes pour la dernière fois. Le temple de Zeus olympien est enfin achevé. Un projet vieux de 600 ans. Le projet de Pisistrate est respecté à la lettre, à un détail près. Les statues de Zeus portent les traits de l'empereur. Le temple devient un temple au panhellénisme, c'est-à-dire la réunion de toutes les cultures grecques. Hadrien est le représentant de Zeus sur Terre et tient le rôle d'unificateur des cités. À ce sujet, il encourage la création d'associations et unions des cités grecques qui s'administrent par un conseil, sans aucune portée politique bien sûr, mais pour fédérer autour d'événements culturels et religieux. Outre cet encouragement qui n'a rien d'étrange, Hadrien au contraire semble avoir compris les spécificités grecques, Athènes se souviendra de lui pour longtemps. Quiconque a visité Athènes n'a pu ignorer son héritage. Il est fait construire une bibliothèque monumentale, un nymphée et un gymnase par exemple. Tout cela a de grands effets. Hadrien porte la barbe, à se dire c'est pour cacher une cicatrice, mais aux yeux des Romains c'est une façon de se détourner du style romain, et pour cause, il lance une véritable mode. Aussi, pour conclure le sujet et comprendre à quel point les élites romaines ont pu se sentir délaissées et les Athéniens célébrer, c'est l'arrivée en masse, somme toute relative, de Grecs à Rome encouragés par la politique de l'empereur. Même si toutes ces faveurs peuvent paraître impressionnantes pour un seul empereur, la Grèce n'est pas la seule à en profiter. Le reste de l'Empire, l'Italie et Rome, sont loin d'être délaissés. L'une des ambitions du prince est de prendre part à chaque partie de l'Empire. Il faut intégrer et gouverner tout le monde. Nous avions cité son passage à Alexandrie, qui certes est plus proche du monde grec que nulle autre cité en Égypte, mais dont il prend soin et il aurait même rendu célèbre sa bibliothèque. Ce n'est pas rien, c'est la cité d'Alexandre le Grand. À cette image, il fait construire de nombreuses villes qui portent son nom, comme autant d'Alexandrie. L'Empire voit naître des Adrianopolis, des Adrianoi, des Adrianea, des Adrianoterae, comme le conquérant qu'il était de la paix. Le but de tant de fondations est d'intégrer les populations sans spoliation et d'assurer une présence romaine aux confins de l'Empire. Aussi, la création de ces colonies n'est que le revers du destin nouveau qui accompagne les cités déjà établies. Par exemple, en Afrique, où sont déjà créées des colonies de vétérans assurant romanisation et contrôle et récompense pour les troupes, déjà depuis Trajan, Hadrien intègre des cités conquises depuis plus longtemps, Utique et Bula, Regia, Zama, des cités puniques ou numides qui obtiennent des statuts de municipes ou de colonies honoraires. Ce qui est éminemment célébré, le conquérant devient le protecteur, où chacun fait partie d'un ensemble. Hadrien s'intéresse aux particularités. Si à Rome on fait comme les Romains, ailleurs les particularités sont respectées. Les cités sont ravies d'obtenir ces nouveaux statuts qui leur confèrent de nombreux avantages, et tout cela sert de terreau à une assimilation visible dans le culte impérial. Très développé en Orient, mais aussi à la déesse romaine. Hadrien vise large et produit des faveurs même à des cités éloignées de tout but stratégique et militaire. Il en va de même avec la Gaule et l'Espagne. En Espagne, justement, Hadrien y est lors de sa première tournée, et à l'hiver 122-123. L'histoire Auguste nous raconte. Il se rendit ensuite en Espagne et passa l'hiver à Tarragone, où il rétablit à ses frais le temple d'Auguste. Il y convoqua en assemblée générale les députés de toutes les villes de l'Espagne, et il se conduisait avec autant d'adresse que de prudence envers les habitants de ce pays, dont les uns, originaires d'Italie, tâchaient par des excuses ridicules de se soustraire à l'enrôlement et dont les autres s'y refusaient violemment. Les troubles qui opèrent en Espagne sont l'occasion de voir que les voyages de l'empereur ne sont pas seulement des tournées touristiques et administratives. Hadrien œuvre depuis le début de son principat pour maintenir la Pax Romana. Pour cela, le programme est simple. Intégrer, développer, protéger. Fini le temps des conquêtes, mais pas question de se relâcher. C'est vis pacem parabellum, qui veut la paix prépare la guerre. En Espagne, l'opposition à l'enrôlement n'est pas du tout du goût de l'empereur. Il faut dire que la province est plutôt calme et que beaucoup d'Italiens présents ne voient pas pourquoi ils iraient grossir les rangs d'une armée espagnole. Hadrien est sage et accepte de partager un peu de son temps avec eux, de se faire connaître, d'arranger les choses qui pourraient venir à manquer. Donner pour induire la peur de tout perdre. En effet, le diagnostic de l'empereur est sans appel. En refusant l'enrôlement, les citoyens font courir un grave danger à l'Empire. Il ne faut pas croire que la paix est durable. Il n'y a pas d'inertie dans la paix.
Elle se construit et s'ordonne. Je ne dis pas ça pour vous inquiéter, mais Hadrien si. L'Espagne n'est pas un territoire exempt de menaces. Et elle est menacée par les morts en ce moment. L'empereur, bien que compréhensif, avertit. Le refus de s'enrôler est considéré comme un acte de désertion. Hadrien n'est pas un pacifiste naïf. Il a connu la guerre et a participé aux campagnes de Trajan notamment. Il sait ce que cela coûte, mais il sait aussi que son monde pourrait être menacé. La décision de ne pas conduire de guerre de conquête doit s'accompagner de mesures de fortification des limites de l'Empire. L'histoire auguste nous dit simplement: dans beaucoup d'endroits où ce n'étaient pas des fleuves, mais simplement des bornes qui servaient de limite aux barbares, il éleva, pour séparer les territoires, une espèce de muraille faite avec de grands pieux enfoncés dans la terre à une certaine profondeur et fortement liés entre eux. Système de délimitation qui lui était habituel. Il donna un roi aux Germains, comprima les mouvements des morts et mérita du Sénat de solennelles actions de grâce. La guerre était sur le point d'éclater avec les Parthes, il lui suffit d'une conférence pour la prévenir. Au début de sa première tournée, Hadrien traverse la Gaule et se rend en Germanie. On ne pourrait pas accuser Hadrien de voyager à grands frais et d'occuper les plus somptueuses demeures du monde. En Germanie, il partage le quotidien des soldats. Il est ici en tant que chef de guerre, pas en prince juste et bâtisseur de bibliothèques. Le front germain, depuis Jules César, est en constante évolution. Les menaces pour les Romains s'y font et s'y défont. C'est même là, après la défaite de Teutobourg en l'an 9, qu'Auguste aurait décidé de recommander à ses successeurs de ne pas agrandir l'Empire. La présence d'Hadrien y est donc requise. C'est un endroit qu'il connaît bien, c'est un endroit où la paix peut être risquée à chaque instant. Sur place, en partageant le quotidien des soldats, il remotive les troupes, quelque peu démotivées par son pacifisme politique. Il participe aux exercices, il inspecte la frontière, il contrôle les nominations de ses cadres et fait construire des fortifications. Le limes prend forme et doit empêcher les invasions de l'Est. Cependant, sachant que des palissades n'arrêtent personne, il s'assure d'une bonne entente diplomatique avec ses voisins. En Bretagne, il rétablit aussi l'ordre et ordonne la construction d'un mur, symbole de l'arrêt des avancées romaines. Ce limes, ligne fortifiée le long des frontières romaines, prend un élan nouveau sous Hadrien. La paix doit être soutenue par une défense et une armée en alerte, jamais relâchée. Aelius Aristide écrivait « L'Empire tout entier est une ville ceinte de murs ». Le limes breton s'étend sur 117 km, du golfe de Solway à l'embouchure de la Tyne, soit tout le territoire de bord à bord. Une fortification est construite en pierre principalement et est jalonnée de forts. Il en est de même en Germanie et en Dacie, où il prend des aspects divers, murs, palissades, forts, fossés, sur un total de plus de 500 km. Le limes devient une limite claire pour les habitants de l'Empire, et l'économie se développe le long des frontières à présent stabilisées. En Afrique enfin, face à la menace mort, Hadrien démontre son savoir militaire en inspectant ses troupes et reconnaissant leurs qualités. Au-delà de son pacifisme, il est temps de parler de l'événement le plus sanglant du règne d'Hadrien. Il y avait eu quelques campagnes contre les morts, contre les brigantes, et le pire avait été évité avec les Germains et les Parthes. Lors de son deuxième voyage, en visite à Jérusalem, Hadrien avait mûri l'idée de refonder la ville en une colonie, Aelia Capitolina. Outre l'occupation romaine qui se révèle légère depuis Titus et l'interdiction de la circoncision pour tous les peuples qui la pratiquent par l'empereur, c'est probablement le sort de Jérusalem qui entraîne Juifs et Romains dans leur ultime confrontation. Pensez bien qu'à ce moment précis, Hadrien ne leur veut pas spécialement de mal. L'interdiction de la circoncision, dont on ignore la date d'ailleurs, est en accord en fait avec les lois romaines communes qui interdisent toute mutilation du corps. Quant à la reconstruction de Jérusalem, en ruine depuis près d'un siècle en Aelia Capitolina, vous commencez à connaître Hadrien qui ne pense qu'à reconstruire une cité prestigieuse et à la romanisation. Nos regards sont critiques et nous nous demandons, à présent et à juste titre, comment n'a-t-il pas compris l'offense qu'il faisait ? Pourquoi a-t-il à ce point persisté ? Nous sommes en 132.
et une révolte vient d'éclater en Judée. Plus précisément autour de Jérusalem. Adrien parle d'une révolte des Zélotes. Comprenez qu'il les compare aux insurgés de la guerre judéo-romaine de 66-70, qui avait abouti à une catastrophe pour les Juifs, la destruction du Temple. Les Zélotes luttent et prennent les armes pour chasser les Romains. La situation est similaire en apparence, mais la différence est que les Juifs sont totalement dissous à ce moment-là, et les hiérarchies en leur sein sont à réinventer. En réalité, l'on pense que les Romains ne s'attendaient pas à voir une révolte d'aussitôt. Ceci étant, et il pourrait être intéressant de faire un épisode spécial sur la Judée au temps des Romains, les insurgés prennent de surprise une armée pourtant déjà bien préparée. Adrien fait intervenir la Légion 20 d'Eitériana, d'Égypte, soit 5000 hommes supplémentaires en plus des autres légions en stationnement dans la région ou à proximité, et qui disparaît totalement de nos registres. Ce n'est pas une guerre rangée, les insurgés mènent une véritable rébellion, une guérilla. Et même sans reprendre Jérusalem, ils causent beaucoup d'ennuis aux Romains. Le chef de cette révolte, puisqu'il a un nom, Bar Koba, le fils de l'étoile. Son projet est celui de son temps, un projet eschatologique qui doit mener le peuple juif aux dernières heures de l'histoire du monde avec la venue du Messie. Certains ont vu en Bar Koba, et je vous laisse en bibliographie des discussions sur son nom et les découvertes à son sujet, le Messie précisément, et veulent la libération du joug romain. Difficile d'établir des certitudes sur les motivations de la révolte, tellement ils peuvent être nombreux et divers. Un micro-état secret, ils vont même jusqu'à frapper monnaie, des pièces de moindre qualité, mais qui annoncent le programme. An 1 de la liberté d'Israël, peut-on lire, jusqu'à l'an 4 pour certaines. Le fait est que cette révolte affole les Romains, et que les défaites et les pertes leur donnent raison. Les souvenirs de la guerre de 66-70 sont vifs encore, et la peur domine. Adrien y envoie ses meilleurs généraux, en particulier Julius Severus, gouverneur de Bretagne. J'aurai des difficultés à vous exprimer à quel point cette guerre sème le trouble, tellement les sources sont lacunaires. Mais le fait de faire traverser tout l'Empire à un général peut nous aider à comprendre. Au bout de près de 4 années, Bar Koba trouve la mort à Béthar, près de Jérusalem. Adrien écrit donc au Sénat une phrase restée célèbre : « Moi et mon armée allons bien ». Je ne le nie pas, cette guerre de Judée était un de mes échecs. Les crimes de Simon et la folie d'Akiba n'étaient pas mon œuvre. Mais je me reprochais d'avoir été aveugle à Jérusalem, distrait à Alexandrie, impatient à Rome. Je n'avais pas su trouver les paroles qui eussent prévenu, ou du moins retardé, cet accès de fureur du peuple. Je n'avais pas su être à temps assez souple ou assez ferme. Et certes, nous n'avions pas lieu d'être inquiets, encore moins désespérés. L'erreur et le mécompte n'étaient que dans nos rapports à Israël. Extrait des Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Comme je vous le disais, Adrien est un voyageur, pas seulement pour gouverner, mais aussi un amateur de mirabilia. Et il faut dire que l'Empire en regorge. Les sources qui permettent de suivre les pérégrinations du prince nous permettent aisément de connaître ses goûts, ses visites avérées et supposées. Le monde romain compte beaucoup de merveilles, dont certaines des fameuses 7 merveilles du monde antique. On pourrait décomposer ces lieux d'intérêt de l'Empire en plusieurs catégories. Des lieux de vie et de repos,
des hommes illustres comme les tombeaux des généraux, le plus célèbre étant celui d'Alexandre le Grand, ou, comme je le disais, et plus modestement le tombeau de Pompée le Grand, qui restent des lieux remarquables de visite pour les citoyens de l'Empire et de toute origine. Adrien a visité de nombreuses bibliothèques et musées, notamment à Alexandrie, témoignant de son goût pour les lettres, mais il y a aussi les monuments humains. Adrien a sans doute vu le phare d'Alexandrie. Il a vu les ruines du colosse de Rhodes pour lequel il donne des fonds et ordonne une reconstruction. À ce sujet, j'ai trouvé passionnant cette description de Pline l'Ancien, auteur du 1er siècle qui a trouvé une mort tristement célèbre dans l'éruption du Vésuve de 79, à propos des ruines du colosse et citée par Dimitri Tilloy d'Ambrosie. Cette statue fut abattue par un tremblement de terre. Mais même en gisant à terre, elle suscite encore l'émerveillement. Peu de gens peuvent embrasser son pouce et ses doigts sont plus grands que la plupart des statues. Ses membres brisés présentent des trous béants formant de vastes grottes. Cette description nous aide à imaginer ce qu'a pu voir l'empereur. Adrien a vu aussi le temple d'Artémis, le tombeau de Mosol à Halicarnasse. Ce qui est sûr, c'est que lors de son voyage en Égypte, il entreprend une expédition et descend le Nil jusqu'à la vallée des rois. Il a pu y admirer les pyramides. L'histoire Auguste nous raconte à ce propos. Il perdit son cher Antinous en naviguant sur le Nil, et il pleura sa mort comme une femme. On parle diversement de cet Antinous. Les uns prétendent qu'il s'était dévoué pour Adrien, les autres que sa beauté fut la seule cause de sa passion insensée de l'empereur. Les Grecs, obéissant aux ordres d'Adrien, le mirent au rang des dieux et assurèrent qu'il rendait des oracles, lesquels étaient, dit-on, composés par Adrien lui-même. Ce passage me permet une brève parenthèse. Il n'est pas coutume ici de parler des histoires d'amour des uns et des autres, mais il est difficile de passer à travers l'histoire d'Antinous tellement elle semble avoir marqué les sources, non sans aigreur d'ailleurs, et avoir affecté profondément l'empereur. On ne sait rien d'officiel sur cette relation et les lignes de Marguerite Yourcenar nous aident beaucoup à chercher chez Adrien des sentiments. Ce que l'on sait, ce sont les causes de la mort du jeune homme. Il est mort noyé dans le Nil. En ce temps-là, en Égypte, on croit que les noyés dans le fleuve sont des serviteurs d'Osiris, le dieu de l'au-delà, pour résumer. Il est donc divinisé. Une ville est fondée en son honneur et un culte émerge. Il est parfois associé à Hermès, messager des dieux, et surtout Psychopompe, ayant cette capacité à passer du monde des morts au monde des vivants. Des jeux portant son nom sont même créés courant 131-132. La dernière catégorie de merveilles sont les merveilles naturelles. Nous savons qu'Adrien a vu l'Etna à la fin de son premier voyage en 125 avant de rentrer à Rome. L'empereur aurait gravi le volcan de nuit au solstice d'été pour admirer à son sommet le lever du soleil. On raconte aussi son ascension du mont Casius entre l'actuelle Turquie et l'actuelle Syrie. L'histoire Auguste dit « Adrien étant monté une nuit sur le mont Cassius, pour voir le lever du soleil, il survint un orage et la foudre, pendant qu'il sacrifiait, tomba sur la victime et le victimaire. Vous l'aurez compris, la foudre qui s'abat est le signe évident que Zeus approuve les actions d'Adrien. Au-delà du parcours merveilleux d'Adrien, celui-ci donne une part belle à la pratique de la chasse. On dit même de lui qu'il aurait tué des lions à main nue. C'est déjà la fin de cette deuxième partie de l'épisode consacré à Adrien où j'ai essayé d'insister sur ses voyages et sur ses méthodes de gouvernement. Je vous encourage une fois de plus à aller consulter l'ouvrage de Dimitri Tilloy d'Ambrosie, Les voyages d'Adrien sur les traces d'un empereur nomade aux éditions Arquet. L'empereur rentre en Italie en 134 et ne la quittera plus. Il s'installe à Tibour dans la fameuse Villa Adriana. Nous verrons dans la dernière partie un peu plus par le menu le contenu du règne d'Adrien. Ayant beaucoup voyagé, son action est connue. Nous verrons plus en détail son œuvre législative, pour Rome, pour les citoyens et finalement pour tous. Nous verrons aussi d'un peu plus près son œuvre de bâtisseur à Rome, car comme Adrien, nous nous sommes pour le moment tenus à l'écart de la cité, mais elle n'est pas en reste. C'est à lui d'ailleurs que l'on attribue le surnom que l'on donne à la cité de ville éternelle.
le Panthéon, le mausolée et tout ce que l'on peut trouver d'Adrien dans Rome. Puis, nous irons dans la Villa Adriana à la rencontre de sa dernière demeure pour parler de sa fin de vie et de règne dans la douleur. Comme d'habitude, rendez-vous sur caputmundi.fr pour consulter le dossier complémentaire, les sources et la bibliographie de l'épisode. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très vite pour le dernier chapitre de la vie d'Adrien dans Caput.